Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Marianne Bessette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode du vendredi 16 juin, 1 heure sans surveillance, la DPJ vide la maison et déplace les 4 enfants d'une famille d'accueil. 3 ans de prison pour avoir tué un aîné. Et Grand Prix de Formule 1 à Montréal, l'exploitation sexuelle inquiète de nombreux experts. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à tous et bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. On commence avec une histoire de la DPJ, là, vraiment une histoire très crève-cœur pour les familles d'accueil. En fait, ce sont deux Québécois, M. Michel Morissette et Mme Monique Baudouin, qui accueillent des enfants depuis plus d'une dizaine d'années dans leur foyer, des enfants de la DPJ. Et en fait, eux étaient à l'extérieur, étaient à l'étranger, étaient en Floride. Puis, pendant ce temps-là, les enfants ne peuvent pas être sans surveillance. Donc, il y avait une gardienne qui venait passer la journée avec eux. Puis, la fille biologique d'un des deux membres du couple qui venait prendre la relève par la suite. Cependant, il y avait un écart d'1 heure là, où les enfants se trouvaient seuls. Et à ce moment-là, il y a un signalement qui a été fait par une personne, probablement, on sait pas qui, là, le Michel Morissette disait en entrevue avec Benoît Dutrisac que c'était probablement l'aîné qui avait rapporté un signalement. Puis en fait, la DPJ est juste débarquée à la maison, puis en 36 heures, ils ont vidé la maison, ont pris les effets personnels des enfants et sont tout simplement partis. Et aujourd'hui, M. Morissette, Mme Baudouin ont plus le droit de contact avec les enfants, ils savent pas où ils sont. Ils ont eu des nouvelles récemment, ils savent qu'ils vont bien, mais ils n'ont pas le droit de leur parler pour l'instant. Et ils n'ont plus de contrat avec la DPJ. Ils sont comme barrés de la DPJ. En fait, c'est juste que leur contrat a échu en décembre 2022 et c'est ça vraiment là, une des grosses... un gros élément du dossier, c'est qu'ils ont demandé une enquête parce que M. Morissette, il est revenu, les enfants n'étaient plus là, il n'y avait plus les effets personnels des enfants. On a demandé une enquête administrative. Par contre, cette demande-là, elle a été refusée parce que le contrat a été échu en décembre 2022. Puis donc, officiellement, DPJ, les enfants étaient encore là de facto, mais il n'y avait plus de contrat avec la DPJ. Exactement, mais il n'y a personne qui est entré en contact avec eux non plus pour renouveler ce contrat. C'est juste qu'on dit, c'est que ça paraît vraiment un peu extrême. À moins qu'on ait des craintes, parce que si c'était des enfants de 1 mois ou 2, je comprendrais. Tu laisses pas un bébé là, sans surveillance, pas 15 minutes. Là, on parle de 11 ans, 13 ans et le plus jeune 17 ans. Le plus jeune a 11 ans. Bon, 13 ans, 17 ans. En fait, dans la plupart des maisons régulières, là, pas DPJ, pas famille d'accueil, mais je veux dire, des enfants de 17, 13, 11 ans, tu peux les laisser seuls une soirée ou une après-midi où il n'y a pas vraiment de problème. Là, ça a été 1 heure. Je comprends qu'il y a des règles. Je comprends qu'ils aient eu un avertissement. Mais là... parce qu'on entend beaucoup, il manque de personnel à la DPJ. Là, la DPJ débarque. Je sais pas combien de personnel, combien de monde ça a pris. En fait, une espèce de saisie là, de tous les biens de la maison qui appartenaient aux enfants. Ils les ont sortis de là. Ils ont dû travailler à temps plein pendant 3 jours. Fait que est-ce que c'est vraiment ces enfants-là étaient en danger? Est-ce qu'on était vraiment dans la situation des enfants les plus en péril? Si t'as une bonne famille d'accueil, ils ont été seuls pendant 1 heure. Il y a quelque chose qui apparaît disproportionné. Qu'il y a eu à la limite un avertissement, une lettre au dossier en disant, écoutez, là, c'est pas votre protocole prévoit qu'il doit toujours avoir quelqu'un avec les enfants. Il faudrait pas que ça se reproduise. Mais je sais pas. L'histoire paraît totalement disproportionné. Puis tu parlais d'une lettre au dossier, mais normalement, une infraction de ce genre-là, c'est une infraction à la réglementation des familles d'accueil. Puis ça, généralement, ça résulte simplement en une mention au dossier. Puis on parle ici vraiment d'une famille d'accueil qui a un dossier presque irréprochable. Mais depuis 10 ans. Oui, exactement. Sur une longue période. Ouais. Exact. Puis là, il manque de familles d'accueil, il manque de personnel. Et c'est pas d'hier à la DPJ, là, on manque de familles d'accueil, on manque de personnel, tout à coup, bang, il y a une affaire comme ça. Semble déconnecté. On n'a pas la version, j'aime pas commenter parce que on n'a pas la version de la DPJ qui, eux, veulent jamais trop commenter, ils vont dire c'est un cas personnel, on ne peut pas. Mais en même temps, on n'a pas fourni du côté de la DPJ de justification à un geste aussi radical, aussi extrême. On peut d'ailleurs écouter un extrait de l'entrevue de Michel Morissette avec Benoît Dutrisac.
Il répondait pas, c'était flou. Encore aujourd'hui, j'ai engagé un avocat et la FARIC qui nous représente, c'est nébuleux, c'est nébuleux. Même c'est dur à comprendre. Écoute, c'est mélangé d'un bord puis de l'autre. C'est épouvantable, là. C'est épouvantable. On n'a pas de réponse à nos questions. OK, mais là... Puis aussi, présentement, ils risquent de perdre leur statut de famille d'accueil. Donc, c'est une histoire là, qui est vraiment à suivre. Oui. Aujourd'hui est arrivé le temps pour un jeune homme de connaître la sentence qu'il allait purger. En fait, c'est un homme qui a jeté un aîné dans un escalier, ça a causé la mort de l'aîné. Mais lui doit être emprisonné pour les 3 prochaines années. C'est vraiment un grand soulagement là, pour la famille de la victime. Je te fais un petit résumé des événements, Mario. Ça s'est déroulé le 11 septembre 2021 dans la petite municipalité d'Huberdeau, dans les Laurentides. C'est une soirée là, où, pendant la pandémie, on doit le préciser, les passants qui marchaient ne portaient pas de masque et l'accusé et son ami marchaient devant le duplex de l'aîné où résidait le septuagénaire. Et cet aîné-là a menacé et a insulté l'accusé et son ami. Par la suite, eux sont allés faire une petite soirée au bar et une fois que l'accusé était intoxiqué, il est retourné voir Monsieur Charbonneau, est retourné voir l'aîné, est allé cogner chez lui. Il prétextait encore à ce jour-là avoir des intentions de discuter avec lui pour comprendre un peu l'attitude qu'il avait eue un peu plus tôt. Là, il s'est querellé encore une fois avec la victime puis c'est à ce moment-là qu'il l'a poussé les 2 mains dans le dos. Il a quitté les lieux puis il est retourné au bar où il a pu partager son expérience. Il est tombé dans l'escalier, était finalement décédé des suites de ses blessures. Oui, exactement. Il est quand même décédé le 3 octobre suivant à l'hôpital, mais oui, c'est ce qui a causé son décès. Ouais. C'est parce que même 3 ans de prison, il s'en sort. Tu sais, j'allais discuter puis il est mort, là. Tu t'expliques ça au juge, je suis toujours étonné, mais tu allais discuter, puis finalement, la personne est décédée. C'est quelque chose qui n'a pas marché dans la discussion. Je peux comprendre là, qu'on considère pas ça comme un meurtre premier degré, là, que c'était pas l'intention, qu'il y a probablement une part accidentelle dans l'événement, mais quand même. Puis, toute cette histoire, on a eu quelques dossiers récemment, il me semble qu'on avait clarifié ça dans les tribunaux, que l'auto-intoxication, le fait... on avait le dossier dans les Laurentides là, cette semaine. Si tu te gèles la face ou tu te saoules, ça ne devait plus être une excuse pour dire là, j'étais pas conscient de ce que je faisais. Non. C'est pas quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre t'a injecté avec une seringue un produit et t'étais plus conscient de ce que tu fais, là, c'est pas pareil. Mais l'auto-intoxication, comme défense pour dire moi, j'étais intoxiqué, je savais pas ce que je faisais, ou j'étais pas conscient de la violence de mes gestes, ça devait plus passer, puis... Dans les faits, là, tu dis, c'est encore une excuse. On a l'impression, en tout cas... c'est une excuse qu'on entend souvent. Là. J'ai fait ça parce que j'étais sous... Puis c'est comme si, on n'est plus supposé en tenir compte, mais quand tu regardes les jugements, tu dis, ça a l'air qu'on en tient encore compte, que c'est encore une excuse. Puis ça a vraiment été un long combat aussi pour la famille parce qu'au début, ils pensaient qu'ils allaient seulement pouvoir s'en tirer avec des travaux communautaires. La défense, pour sa part, avait proposé une peine sous la barre des 2 ans d'emprisonnement. Bon, maintenant, c'est 3 ans qui a été donné à monsieur Charbonneau qui, je dois mentionner, s'est rendu aux autorités dès le lendemain du drame et qui a également plaidé coupable à la première occasion. Puis il n'y avait également aucun antécédent judiciaire. C'est la grande fin de semaine du Grand Prix du Canada à Montréal. Es-tu un fan de F1, toi, Mario? Pas tant. Pas tant? Je l'ai été à l'époque des 2 Villeneuve. Là. Gilles, j'étais jeune, j'étais ado quand il est décédé. Jacques, d'ailleurs, quand il a gagné le dernier Grand Prix où il est devenu champion du monde contre Schumacher, j'étais à Londres. J'étais dans un bar à Londres avec Marie-Claude, on regardait ça en direct. Là, ces dernières années, on dirait moins. Puis, je suis jamais allé au Grand Prix. Dans ma vie... T'es jamais allé? Non, j'ai eu quelquefois des invitations, j'avais quelque chose de plus intéressant. En même temps, ça raconte que je suis pas si passionné. Je ne suis jamais allé sur le site du Grand Prix durant le week-end du Grand Prix. Je sais pas, il y a bien du monde. Puis... Oui, il y a énormément de monde. Puis d'ailleurs, on peut déjà voir un peu les répercussions là, dans le métro. Hier, au métro Longueuil, il y avait déjà des fils pour séparer les fils qui avaient été... C'est une fin de semaine dans la circulation qui va être sportive. Oui, dans la circulation aussi, mais aussi
l'exploitation sexuelle, là, c'est vraiment ça qui inquiète les experts. Il y a entre autres Marie-Michelle Whitlock, une intervenante au CALAC Agression Estrie, qui, elle, dit que chaque année, elle voit les filles disparaître à la même période. Les filles de l'Estrie, c'est exactement, ça, ouais. pour se rendre à Montréal. Puis elle remarque aussi au même moment une augmentation presque systématique du nombre de fugues de jeunes filles. C'est vraiment une problématique qui affecte toutes les régions. On parle pas juste de l'Estrie ou du Grand Montréal. Même, il y en a des autres provinces qui viennent ici pour répondre à la demande de l'industrie du sexe. Puis, il est aussi associé à la prostitution parce qu'il s'agit vraiment d'un événement qui est aussi associé au glam, au party, à l'argent. Tu sais, juste à chaque semaine, quand il y a une course de F1, les 3 personnes sur le podium, ils ont une bouteille de champagne chacune, puis il y a plus d'enfants. Ils n'en boivent pas, là. Non, mais c'est l'idée, c'est sûr que c'est l'idée que t'amènes en ville beaucoup de gens qui ont de l'argent. Ben, pour certaines personnes riches, le sexe fait partie de ce que tu peux, de ce que tu as le droit de te payer ou ce que tu devrais avoir le droit de te payer. Bon, on en est quand même beaucoup plus conscient. Je dis pas que c'est parfait, mais je pense qu'il y a quand même eu de longues époques où tout ça avait lieu, il n'y avait aucune prévention, personne n'en parlait, c'était quasiment comme sous-jacent, accepté. Là, c'est comme par en dessous là, du Grand Prix, il y a ça, et ben maintenant, au moins, il y a de la... Pas parfait, mais il y a de la prévention. Il y a des formations pour les hôteliers qui étaient offertes par le Fort des Affranchis, qui a aussi mis en place par ministre du ministère du Tourisme pour que les employés puissent réagir. Le client qui loue la grosse suite, une des 5 suites les plus dispendieuses de l'hôtel, jusqu'à quel point tu vas appeler la police pour dire « Allez donc cogner à sa chambre ». Oui, mais en fait, qu'est-ce qu'on leur donne, là, c'est vraiment des ressources puis des connaissances pour agir sans nuire. Puis on mentionne et pour aussi, reconnaître une situation. Et pour reconnaître, effectivement. Mais mettons que tu l'as reconnu, la situation. Est-ce que tu envoies la police dans la chambre, dans la suite 1942, quand tu sais que c'est la suite à 1300 $ la nuit, qu'un bon client a réservé pour 5 jours? Peut-être que oui. Je suis juste pas sûr. Peut-être, mais aussi, faut quand même pas crier au loup chaque fois qu'un homme qui est plus âgé arrive avec une jeune fille en magasin. En restaurant. Mais oui, pour en revenir à la circulation, Mario, on demande vraiment là, aux gens de planifier leur déplacement. Même juste ce matin, là, il y a oui, un incendie près du REM qui a causé énormément de retard, mais il y a beaucoup de congestion qui est à prévoir sur certaines routes importantes, notamment les ponts Jacques-Cartier, Samuel de Champlain. Donc, on est vraiment invité à utiliser le transport collectif parce qu'on a un expert là, qui nous a parlé ce matin concernant une épreuve qu'il avait vécue sur la route. Les camionneurs, c'était jamais, man, fermé. Personne pour aider. Aucune information. Écoute. Prix Nobel, là, c'est la signature Champlain, là. Donc, on a pu reconnaître notre collègue Benoît Dutrisac qui avait eu un petit enjeu Si de temps ce bien, matin. Si j'ai bien compris la rumeur, il est arrivé en retard au micro de sa propre émission aujourd'hui. Disons que l'émission étant pris 2 heures dans le trafic. Là. L'émission devait commencer à 11h30 et c'est M. Martineau Richard là, qui a étiré jusqu'à 11h30 pour pouvoir dépanner son grand chum. C'est une histoire d'une jeune éducatrice spécialisée des Laurentides qui, au moment où le milieu d'éducation souffre d'une pénurie de main-d'œuvre, elle, son histoire qu'elle a vécue, c'est vraiment loin d'être banale. En fait, elle a constaté, avec un événement qui s'est passé récemment, qu'il y a des élèves qui sont de plus en plus agressifs. Cette éducatrice spécialisée-là, je dois mentionner qu'elle a requis l'anonymat pour éviter des représailles de son employeur. Elle disait que chaque jour, elle se fait mordre, elle se fait frapper, elle se fait taper, elle a des cicatrices à vie sur son corps. Mordre, entre autres, elle a l'air particulièrement inquiète de ça, là. Oui, vraiment. Des morsures, puis c'est vraiment après... En fait, elle a plusieurs traumatismes, là. Elle a des commotions, des stress post-traumatiques par des situations qu'elle a vécues un peu plus tôt dans l'année. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'elle tient à soulever pour faire de la prévention et aussi de sensibiliser un peu là, par rapport à cet enjeu-là, parce qu'elle mentionne que les élèves sont de plus en plus agressifs et turbulents, puis qu'il y en a même
y a même des parents, parce que veut pas, quand ton enfant agit d'une façon inappropriée, les parents ou la direction doit rencontrer les parents ou les professeurs, il y a des parents qui, eux, refusent de voir le problème. Donc, elle souligne cette situation-là là, qui est expliquée aux parents. Ouais, ben... c'est un défi pour tous les enseignants là, dans l'époque du parent d'enfant roi, de convaincre les parents que peut-être que ton enfant a fait à l'école, t'as l'impression qu'il est parfait, là, mais peut-être qu'il a fait à l'école des choses qui sont pas acceptables. Et peut-être que tu serais rendu à l'étape de prendre ça au sérieux, d'entendre ça, là, ce qui se passe à l'école, et peut-être de participer à C'est pas que tu vas faire des miracles. L'école fait pas de miracles, les parents font pas de miracles, mais au moins de travailler main dans main avec l'école pour intervenir. Mais est-ce que tu penses, Mario, que ça va avoir une répercussion sur les personnes qui veulent devenir professeurs, éducateurs spécialisés? Parce que cette étape-ci, je pense qu'ils le savent déjà. Là. Je pense que l'idée que c'est devenu compliqué dans les écoles, puis que la violence grandissante, je pense que ça fait des... c'est sûrement dans les raisons. Quand on dit que 20-25% des nouveaux enseignants quittent avant leur 5e année d'enseignement, ça fait sûrement partie des raisons, mais je dirais aujourd'hui, ceux qui s'inscrivent, d'après moi, ils le savent un peu, à moins de vraiment avoir vraiment pas écouté beaucoup les nouvelles. Ben oui, puis justement, parlant de nouvelles, c'est pas le cas unique là, de cette éducatrice spécialisée-là. Le journal a paru en février dernier que le nombre d'enseignants ou d'éducateurs spécialisés qui ont été indemnisés par la CNSST après avoir été victimes d'élèves agressifs a grimpé de 65% depuis 2018. Puis sache qu'ils peuvent refuser de travailler avec certains élèves, mais que c'est pas une solution à long terme. Dans ce cas-ci, elle peut refuser de travailler avec cet élève-là qui l'a frappé, mais l'école lui a indiqué que si elle faisait ça, elle pourrait se faire couper des heures de travail. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Vendredi 16 juin, on termine la saison d'automne ici à Cube Radio. Mario, as-tu des plans pour l'été? Oui, j'ai des plans pour l'été. Est-ce que tu vas aller dans des zoos? J'en ai pas de prévu, mais ça se décide vite, là. Il y en a dans plusieurs villes. C'est généralement, dans un voyage, je vais au moins une fois au zoo. OK. Ouais. Un zoo en particulier? Le zoo mais là, j'ai rien de planifié. Bon, fait qu'on va y aller selon... En jouant ça à l'oreille. Ben, pendant que toi, tu vas flatter les animaux ou encore les nourrir, ben, nous, ici à Cube, on poursuit pour la saison estivale. Petit récapitulatif de qu'est-ce qui s'en vient ici pour l'été. On a dès 7h Alexandre Moranville-Ouellette, que tu connais super bien, avec qui tu as co-animé toute la saison. Qui fait la matinée, qui va se lever tôt tout l'été. Ben oui, il va se lever très tôt, dès 7h. Il va pouvoir collaborer avec Anaïs Gertin-Lacroix, notamment pour la culture, Luc Laliberté pour l'actualité internationale, Félix Séguin pour tout ce qui est crime organisé. On a aussi Francis Gosselin, ton économiste à qui tu parles tous les jours, qui va co-animer une émission qui va être axée sur l'économie de 9h à 10h avec Philippe Richard Bertrand. Par la suite, Alexandre Dubé à Cube dès 10h. On va parler ici on va faire un petit mélange actualité, entrevue de fond. Puis il va passer le micro par la suite à l'ancienne ministre libérale à Québec, Marie Montpetit, dès 12h30. Elle va notamment avoir comme chroniqueur Steve Fortin, Isabelle Huot et Philippe Lorange. Puis en terminant la journée, la personne qui va te relayer pour l'été, Mario, c'est Jean-François Barry, qui va prendre la barre du retour à la maison dès 15h30 en compagnie des chroniqueurs, notamment Antoine Joubert, là, automobile, et Jean-Denis Scott, qui nous fait toujours rire avec ses trolleries. Je vais écouter ça à distance en vacances. Autre départ à TVA, en fait, c'est plus un remaniement là, de personnel. C'est surtout quelqu'un qui en avait beaucoup. Là. Je me suis posé la question comment il fait. Toute l'année, je me suis demandé comment il peut faire ça. Ben oui, on parle ici de Pierre-Olivier Zappa, que vous pouvez voir notamment à l'émission À vos affaires, puis qui est chef d'antenne aussi pour le TVA 22h. Ça faisait 3 ans qu'il animait l'émission À vos affaires. Il a pris le temps, lui, de remercier toute son équipe, son auditoire aussi, parce qu'il a décidé seulement d'enlever ça de ses tâches, parce que tout simplement, ça prenait énormément de temps. Là. Il parlait des journées de 14 heures. Non, mais c'est parce que à vos affaires, c'est pas seulement d'animer une émission d'une demi-heure. Là. Il allait dans les entreprises, puis des fois, si tu vas dans les entreprises, tu peux pas aller toujours dans les entreprises de Montréal. Les gens vont dire, mais c'est pas représentatif de l'économie du Québec. Fait qu'il était dans les entreprises, dans les cantons de l'Est, dans la Naudière. Il se promenait partout. Il se promenait. Fait que là, ça se pouvait plus. Là. C'était pas... Parce que son premier mandat, c'était toujours de
faire le bulletin de 22 heures. Donc, je pense que ça a toffé, comme on dit, pour une année. Mais je pense que c'était beaucoup. Quoique son émission à vos affaires, ça a été un succès fou, là. Oui, plus de 200 000 téléspectateurs devant la télé à 18h, presque à tous les soirs. Oui, vraiment. Ouais, vraiment. Puis d'ailleurs, il était en entrevue avec Yasmine Abdel-Fadel. Puis elle lui a demandé, Pierre-Olivier, toi, tes enfants, t'es vois quand? Il les voit le matin, il fait une visioconférence avec eux plus tard dans la journée. Mais ouais, quand t'as des enfants, ça peut quand même être un mandat assez difficile. On peut écouter un extrait là, de l'entrevue. C'est sûr que c'est une décision qui est pas évidente parce que tu mets au monde une émission auquel heureusement les gens se sont attachés parce que les gens sont au cœur de ce qu'à vos affaires et va demeurer et c'est certain qu'il y a un pincement au cœur de laisser aller une émission qui rejoignait quotidiennement autour de 200 000 sinon plus téléspectateurs. C'est beaucoup. Quand on a lancé à vos affaires il y a 3 ans, c'était la page blanche. C'était un carré de sable à exploiter et puis si on m'avait dit il y a 3 ans qu'à vos affaires serait rendu où est-ce qu'on était rendu, je l'aurais peut-être pas cru, là. La dernière émission va être diffusée ce soir à 18h30 et on doit quand même mentionner que c'est le journaliste et le lecteur de nouvelles Simon Philibert qui va prendre la barre de l'émission économique l'automne prochain. Et pour Pierre-Olivier Zappa, lui sera de retour à la barre du TVA Nouvelles 22h également à l'automne prochain. Économie. Revenu Québec a dû intervenir auprès de plusieurs de ses employés qui, eux, ont consulté des dossiers sans en avoir eu l'autorisation ces 3 dernières années. Des fouilleux. Des fouilleux qui voulaient avoir accès probablement à des données. Là, en fait, ce sont 114 suspensions, 30 réprimandes, 8 congédiements qui ont été effectués. 8 congédiements, c'est quand même extrême. C'est des gens qui perdent leur job. Ça veut dire qu'ils ont plus que fouillé par curiosité un petit peu dans le dossier de quelqu'un. Là. Soit ils ont vendu des renseignements. Et comprenons-nous, il est normal pour les employés de Revenu Québec d'aller dans... De consulter nos dossiers lorsqu'ils traitent votre rapport d'impôt ou lorsque vous les appelez pour dire moi je comprends pas, il faut qu'ils rentrent dans votre dossier pour vous aider à comprendre ou vous expliquer ou peu importe, ou peut-être trouver une erreur. Mais ce dont on parle ici, c'est de consultation par rapport. Là. À l'heure de la pause, t'es curieux de savoir combien gagne une personnalité publique ou soit où est-ce qu'il reste ou encore... Pire encore, des gens qui vendent des informations, des réseaux qui se placent une taupe dans le ministère du Revenu pour dire, moi, si j'ai besoin de savoir quelqu'un, y a-tu des dettes, il est-tu solvable, il doit-tu de l'argent à l'impôt, j'ai ma taupe qui va aller fouiller dans un dossier, qui va rentrer aller fouiller dans un dossier en mon nom. Et c'est assez inquiétant parce que c'est un problème qui perdure depuis longtemps chez Revenu Québec. Je me souviens d'un scandale, il y a 25 ans, là, quelqu'un est allé fouiller. Un ou des employés du ministère du Revenu allaient fouiller dans le dossier de Céline Dion. Ouais. Puis ça doit faire, je te dis, 25 ans, puis peut-être j'en mets pas assez, puis tu dis encore aujourd'hui, puis il y en a eu des années, il y a 10 ans, il y avait eu des manchettes, des enquêtes là-dessus. Revenu Québec, la réponse, c'est oui, mais on les attrape. T'sais, on a des mécanismes, on voit là, quand ils vont dans le dossier de quelqu'un qui n'a pas d'affaires, ça laisse une trace. On voit au niveau informatique la trace. Oui, parce que c'est des données qui ont été obtenues aussi par la loi d'accès à l'information, donc c'est pas privé là, comme... Non, mais c'est-à-dire que c'est obtenu légalement, ce sont nos informations, mais eux, ils ont un devoir de les garder confidentielles. Et c'est à ce devoir-là qui manque. Mais donc, d'un côté, on nous dit oui, on les attrape, mais de l'autre côté, ça se règle pas. On a toujours des blettes qui vont fouiller dans les dossiers au ministère du Revenu. Puis il y a vraiment des opinions qui sont mitigées chez les experts en cybersécurité. Il y a notamment Éric Parent qui, lui, salue vraiment la transparence de Revenu Québec, qui dit que Revenu Québec, eux, possèdent l'adresse des gens à la maison, que cette information-là peut être très recherchée. Tu parlais tantôt de taupe, et ça se fait encore, mais c'est plus contrôlé maintenant. Puis d'un autre côté, il y a Karim Ghanam, aussi expert en cybersécurité, qui, lui, dit qu'il faut faire un peu plus, qu'il faut en faire plus là, pour empêcher les personnes mal intentionnées, parce que même si ces personnes-là sont congédiées, il est trop tard. Là, le mal est déjà fait. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode